En culture, cette polémique au sujet de qui devra diriger la SOCODA est probablement finie. L'Assemblée générale tenue du 14 au 16 juillet a promu Verkis Kiamwangana Mateta à la tête du conseil d'administration. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce 12-13 qui s'ouvre par la religion. Les musulmans du monde entier célèbrent ce vendredi la fin du Ramadan, communément appelé Idi Fitr. À Kinshasa, une prière de clôture de cette fête a été organisée à l'esplanade du stade des Martyrs pour exprimer la gratitude envers Allah. L'imam représentant légal de la communauté islamique en RDC, Cheikh Ali Mouni Oukou, a exhorté les fidèles musulmans à célébrer cette fête sous le signe de bonheur, de charité, mais également d'amour mutuel. Il a aussi salué la quiétude observée durant le mois du Ramadan 2015 grâce à la paix retrouvée sur l'ensemble du territoire national. Suivez ces quelques propos recueillis par Moussa Chirala, Pamphile Papado à l'issue de ce grand rassemblement. C'est un grand jour parce que le mois de Ramadan, c'est un mois sacré, c'est un mois qui nous a été dédié par Allah pour qu'on puisse jeûner. Et vous savez que le Ramadan, ça signifie simplement brûler les péchés. C'est un mois qui nous sert de sacrifice et pourquoi pas de solidarité et d'amour, parce que c'est une école de formation. Vous savez, un riche peut avoir qui a beaucoup d'argent, il ne connaît pas la faim. Mais quand il se met dans le jeûne, il oublie tout. C'est-à-dire qu'il prend sa nourriture, il laisse de côté, il jeûne toute la journée, il ne fait rien de ce qui est licite et de ce qui est illicite. Aujourd'hui, je fais ce qu'un musulman doit faire. Pourquoi? Parce que le musulman, vous savez, c'est chaque jour que nous mangeons, nous nous amusons, on fait beaucoup de péchés. Par rapport au Ramadan, le mois de Ramadan nous ramène à être, comme disent les Lingala, au son à giga. L'homme rentre giga. Vous savez, moi je suis un artiste et je transmets les messages directement. L'islam n'a que deux fêtes. Nous avons la fête d'Aïd el-Fitr et puis nous avons la fête communément qu'on appelle la fête de Tabaski. Après avoir passé un mois de jeûne, il est maintenant temps qu'on puisse fêter et c'est pour ça que nous sommes là. On a fini la prière, maintenant la fête commence. Je leur souhaite une bonne fête, donc Aïd el-Fitr comme on le dit chez nous. Et puis on demande à Dieu qu'il puisse exaucer toutes nos prières qu'on avait adressées pendant le mois de Ramadan. La politique maintenant, le processus de démembrement des provinces en République démocratique du Congo s'accélère. Après la province orientale, l'Équateur et le Kasaï oriental, c'est le tour de la province du Katanga à emboîter le pas. En effet, 4 nouvelles provinces viennent de voir le jour dans l'ex-province du Katanga. Il s'agit de Tanganyika, de Olomami, de Lualaba et du Haut-Katanga. L'Assemblée provinciale du Katanga a pris acte le jeudi du rapport déposé par la commission chargée du démembrement de cette province au cours d'une session extraordinaire tenue à Lubumbashi. Et à cette occasion, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Gabriel Kyungu Wakumwanza, a plaidé pour le respect de la Constitution sur la gestion des actifs de l'ex-province du Katanga. Il a invité le Katangais à rester unis malgré ce découpage. On a découpé l'administration du Katanga, mais pas la katanganité ni les Katangais, a déclaré Gabriel Kyungu Wakumwanza. Vous l'aviez suivi, l'ex-province du Katanga s'est éclatée en 4 nouvelles provinces, dont ce documentaire de Richard Chakokanyengele et Patrick Issou. Vous connaîtrez plusieurs détails. Conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et au terme de la loi sur le découpage territorial promulguée par le président de la République consacrant le passage de 11 à 26 provinces, la province minière du Katanga, la plus riche du pays, est scindée en 4 nouvelles provinces. Avec ses 496 877 km de superficie, la deuxième province en termes de grandeur après la province orientale, soit 21% de l'étendue du territoire national, sera désormais éclatée en 4 entités. Le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Tanganyika. Le Haut-Katanga s'étendra sur 132 425 km². Au nombre des villes et territoires de cette nouvelle province et outre la capitale Lubumbashi, il faut compter Kambové, Kasenga, Kipushi, Likasi, Mitwaba, Pweto et Sakania. La province de Olomami, avec ses 108 204 km², aura pour capitale Kamina et comprendra entre autres territoires Bukama,
Kabongo, Kamina et Malembankulu. Le Lualaba constituera une autre province sur une étendue de 121 308 km², dont la capitale sera Kolwezi. Dilolo, Kapanga, Lubudi, Muchacha et Sandoa en constituent les territoires. Enfin, la quatrième province issue du Katanga actuel, c'est le Tanganyika qui couvre 134 940 km² d'espace de terre, dont Kalemi est le chef-lieu. Comme territoire aux villes de Tanganyika, il y a Kabalo, Kongolo, Manono, Moba et Nyunzu. Avec le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Tanganyika comme nouvelle province, le peuple congolais se rapproche de l'administration du politique et du décideur à la faveur du processus de décentralisation et de la nécessité de déconcentration du pouvoir. Et puisqu'on parle toujours du démembrement, le Kassai oriental, dans son ancienne configuration, n'existe plus. Il est désormais amoindri aux côtés de nouvelles provinces qui se mettent en place. À la tête du Kassai oriental depuis 8 ans, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a fait le point le jeudi sur la manière dont la province a fonctionné avant de dire un mot sur l'avenir. Suivez ce reportage. 15 février 2007, 15 février 2015, voilà 8 ans et 5 mois jour pour jour qu'Alphonse Ngoï Kassanji est aux commandes de la province du Kassai oriental. Ce jour où il a assisté à la naissance des 3 nouvelles provinces et la fin de son premier mandat, le gouverneur en place a tenu à dresser brièvement son bilan à la presse. On a travaillé pour la sécurité de notre population. Là où il y avait des tueries en série, le phénomène qu'on appelait suicidaire. On a travaillé pour éradiquer ce phénomène sur la ville de Mbuji-Mayi. Et sur l'ensemble de la province, il s'est observé une accalmie et une cohabitation pacifique de peuples. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'avoir lancé un programme qui porte des fruits aujourd'hui. Notre population, du moins pour la ville de Mbuji-Mayi, du district de Tilei, c'est la Vitaï, vers le Katanga. Et ce marché-là est tombé aujourd'hui parce que nous produisons et consommons local. Alphonse Ngoï Kassanji ne va pas par 4 chemins. Il sera candidat à sa propre succession au scrutin du mois prochain. Cela pour achever les différents chantiers en cours au Kassai oriental, parmi lesquels se trouve le plus grand, le stade Kachala-Bonzola. Il est toujours bien quand on commence un travail, l'achever et le terminer. Peut-être, si nous laissons ça en cours et qu'on ne termine pas, quelqu'un d'autre qui viendrait, qui n'a pas la même vision, laissera cette œuvre s'effondrer. Le gouverneur Ngoï Kassanji remercie le président Joseph Kabila Kabange, les députés provinciaux et la population du Kassai oriental pour la confiance placée en lui durant les 8 dernières années. On va rester une fois de plus dans ce chapitre pour parler cette fois de la mise en place des nouvelles provinces, l'Équateur, la province orientale et le Kassai oriental, dont les rapports des commissions des démembrements ont été déjà validés par les assemblées provinciales, entrent de plein pied dans ce processus et le CNC salue justement cette disposition constitutionnelle matérialisée par la volonté du chef de l'État dans le but de rapprocher le pouvoir de la population. Harold Badibanga, porte-parole du CNC, a réagi au micro de Gladys Bananga-Sever. De la décentralisation, il faut tout simplement comprendre que qui dit décentralisation dit l'antichambre du fédéralisme. Et donc, pour donner un point de vue par rapport à ce qui a été fait, il faut d'abord se poser la question de savoir en quoi la décentralisation est-elle bonne pour un pays aux dimensions continentales comme la République démocratique du Congo. La décentralisation est donc très salutaire pour un pays qui englobe le Royaume de Belgique, si je ne m'abuse pas, plus de 80 fois, parce que lorsque vous êtes dans la décentralisation, vous rapprochez le gouverné du gouvernant, c'est-à-dire que les décisions qui peuvent prendre 1 million de jours pour être prises, tout simplement, pas parce que l'administrateur de Kabea Kamonga n'a pas l'autonomie de gestion et n'a pas de compétences locales pour se décider et faire ce qu'il peut faire,
En tout cas, avec la décentralisation, c'est désormais chose faite. Et donc, cette décentralisation accélère le rythme du développement, dans la mesure où, si nous prenons le cas de la province orientale qui a donné le go aujourd'hui avec la décentralisation, lorsque vous partez de Aketi pour arriver à Isiro, lorsque vous partez de Isiro pour arriver à Aru ou à Riwara, lorsque vous partez de Aru ou à Riwara pour arriver à Bunia, à Nituri, à Bafasende, vous parcourez des kilomètres à telle enseigne que le gouverneur de la vaste province ne peut pas arriver à mieux la gérer en termes de besoins les plus immédiats des populations. La décentralisation concerne le Congolais du fin fond de la République, qui est d'abord concerné au plus haut niveau et qui doit indubitablement comprendre c'est quoi la décentralisation, pourquoi la décentralisation. Au Congrès national congolais, nous constatons que ces efforts dont nous parlons sont déjà en train d'être fournis par le Premier ministre avec la bénédiction du président de la République, Joseph Kabila. Et donc, nous n'avons qu'applaudir. Quittons la politique pour parler développement. Comment financer les différents projets de développement? Cette question a été au centre des échanges entre le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, une initiative de la Banque centrale du Congo qui a également relevé le financement des projets rentables. Le compte rendu de la Troïka spéciale fait par le ministre de l'économie nationale au micro de Souziki Biraomari. Le gouverneur de la Banque centrale nous a apporté une réflexion au vu de ce qui se passe dans d'autres pays pour voir dans quelle mesure nous pourrions trouver des financements innovants qui nous permettent justement, en plus du budget de l'État, de pouvoir financer des projets qui, à court et à moyen terme, peuvent rapidement contribuer à la croissance économique et ainsi nous permettre de répondre aux préoccupations qui sont soulevées par la population. À l'examen du document qui a été présenté par la Banque centrale du Congo, d'abord la Troïka a félicité le gouverneur pour cette initiative et a demandé que nous puissions approfondir le document de manière à intégrer tous les paramètres, notamment la poursuite de l'amélioration du climat des affaires, l'élargissement de l'assiette fiscale et la mobilisation tout azimut des recettes, mais également essayer d'identifier les projets que nous considérons comme étant des projets bancables dans tous les secteurs. Ça peut être dans les infrastructures agro-industrielles, dans les infrastructures aéroportuaires, dans les infrastructures portuaires, mais aussi dans des infrastructures sociales. On va parler justice à présent. La justice, justement, est une affaire de tous. C'est sous ce thème qu'est célébrée ce vendredi du 7 juillet la journée de la justice pénale internationale adoptée en 1998 dans les statuts de Rome. La justice pénale internationale est mise en œuvre, entre autres, par les actions de la Cour pénale internationale. Pour ce 17e anniversaire, l'on peut donc s'interroger sur le bilan et les perspectives d'avenir de la CPI. Suivez les propos recueillis de Paul Madidi, chargé des communications de la CPI, au micro d'Astrid Mbouyi et Linda Kibushi. Nous avons ouvert plusieurs situations. Nous sommes aujourd'hui dans pratiquement plus de 10 situations que nous avons ouvertes. En République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Kenya. Nous avons des analyses préliminaires pour ce qui est de l'Afghanistan, Colombie, Guatemala. L'autorité palestinienne a aussi saisi la Cour pénale internationale. Vous voyez que nous sommes là où, un peu partout où se posent des problèmes ou des besoins de justice. En République démocratique du Congo, pour ne parler que de ça, nous avons déjà 3 procès qui ont déjà donné lieu à 2 condamnations.
Il y en a un dont on n'a pas reconnu la responsabilité pénale. Il y a un procès qui va s'ouvrir. Le bureau du procureur continue à mener des enquêtes sur l'ensemble de la situation de la République démocratique du Congo. Il y a du travail à faire. Maintenant, nous... Voilà, une autre nouvelle en justice. Sachez que Mike Mukeba Nkosso, journaliste de son état et directeur du bi-hebdomadaire Congo News, est désormais un homme libre. Il est sorti hier, jeudi 16 juillet 2015, dans la soirée du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala, après avoir purgé toute la peine de l'arrêt, le condamnant à 11 mois de prison. Rappelons que Mike Mukeba était condamné pour diffamation et délit de presse. Et en sécurité, le tronçon ferroviaire qui relie Massina au centre-ville se trouve depuis peu sous le contrôle des hommes mal intentionnés, créant ainsi une poche d'insécurité. Et pour mettre fin justement aux actes de vandalisme perpétrés sur ce chemin de fer, le gouverneur de la ville de Kinshasa a réuni mercredi soir le conseil provincial de sécurité. Mais bien avant cela, André Kimbuta Yango a discuté de cette question avec le comité de gestion de la société commercial des transports et ports, David Fidel Luzolo Kubanza. Pendant que le gouvernement de la République, via la Société commerciale des transports et ports, remue ciel et terre pour garantir à la population congolaise en général et quinoise en particulier des bonnes conditions de déplacement par voie ferrée, d'autres Congolais s'évertuent à saboter les efforts fournis. Alors qu'on les croyait finis, les voleurs, criminels et autres inciviques qui sèment la désolation sur le chemin de fer qui relie l'est de la capitale au centre-ville refont surface. Ils volent, traumatisent les passagers et déstabilisent le train urbain en déposant de temps en temps les corps des personnes tuées non autrement identifiées sur la voie. Pour mettre fin à cette situation d'insécurité, la ville de Kinshasa, par le truchement de son gouverneur André Kimbuta, a échangé avec les responsables de la SCTP, avec à la tête le directeur général Kimbembe Mazunga. Autre point traité au cours de cette séance de travail, c'est la question des conditions d'entente au beach Ngobila et des traversées vers Brazzaville des passagers de la compagnie d'aviation Eker en partance vers l'Europe ou l'Asie. Dans tous les cas, le patron de la ville de Kinshasa et Kimbembe Mazunga lui-même, ancien gouverneur de la capitale, ont pris des décisions qui s'imposent. Dorénavant, dès que c'est prêt, ils seront informés à temps. La traversée se fera désormais par la gare fluviale et l'ONATRA vient de mettre à la disposition de ses passagers un bateau. Bana kinga wabuyo kanga malam. Na lingi train ozome wabaninga. Mabanga ezalate otokolandela moko na moko boyebi bandeko na bino wana otokangaki ya liboso tolingi makama mabanga ana ezonga te boyebi ke nakoma na brigade na ngai ya vigilance soko bazwi yo a faute na ngai te. Un homme averti en vaut deux, dit-on. Tous ceux qui seront tentés de poursuivre avec cette sale besogne sur le train urbain de Massina sont donc avertis. En attendant, la rencontre du grand bâtiment de l'ex-ONATRA s'est soldée par la remise de quelques cadeaux signés Kimbembe Mazunga. Je le disais en titre, la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, SOCODA, vient d'avoir un nouveau conseil d'administration qui sera dirigé par Verkis Kiamwangana Mateta. C'était à l'issue de l'Assemblée générale de cette plateforme des artistes tenus à Kinshasa du 14 au 16 juillet 2015. Un reportage signé Neftali Bouamoutala Ousseni, Elvis Ndaya et Patrick Bezo. Ils sont désormais connus, les 12 administrateurs de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins. Ce nouveau comité qui a été élu le jeudi à l'issue d'une assemblée générale dite ordinaire sera dirigé par Verkis Kiamwangana Mateta. Ces nouveaux administrateurs ont plusieurs défis à relever, notamment la réunification de la SOCODA. Nous avons déjà commencé à faire des démarches en ce qui concerne le bon déroulement. Donc, à la SOCODA, la place est pour tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas peut-être être avec nous, mais du moins, il y a de la place pour tout le monde. J'avais invité, par exemple, Paulin, pour qu'ils viennent, qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on voit un peu qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va travailler. Mais curieusement, ils n'ont pas voulu, n'est-ce pas,
répondre à notre invitation, mais on va faire un effort pour que toutes ces personnes qui sont en dehors de la Sokoda doivent rentrer à la Sokoda. Les membres de cette nouvelle équipe avaient un seul message, l'unité de tous en bannissant le tiraillement. Maintenant, nous venons de prendre le plus bel élan dans Sokoda. Oublions le passé, travaillons la main dans la main, faisons un travail pour les générations qui viendront. Il ne faut pas que chaque année qu'on arrive à des bêtises telles qu'on les a vécues ce dernier temps. Il y avait d'abord un problème de textes qui ont été harmonisés par rapport à la loi OHADA qui régit le monde des affaires. On a harmonisé et à l'issue de cela, on est passé aux élections qui nous ont placés au conseil d'administration. Tout ce que nous allons faire, c'est quoi? Ce n'est pas opérer des miracles, c'est plutôt de ramener la confiance, de raviver la confiance des artistes à leur société et vis-à-vis des dirigeants de la société. À l'issue de ces assises des 3 jours, les participants ont formulé quelques recommandations. Au conseil d'administration élu, de poursuivre l'examen du règlement général de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins Sokoda et de faire rapport à tous les membres à la prochaine Assemblée générale. Il est recommandé aux artistes de rétablir la confiance au ministère de la Culture et des Arts pour une meilleure collaboration dans la protection de leurs droits. Il est demandé au gouvernement de la République démocratique du Congo d'accompagner les artistes dans la lutte contre l'impunité au sein de la Sokoda en vue de bannir toutes les mauvaises pratiques. En dehors du nouveau conseil d'administration de la Sokoda, un comité de surveillance a été mis en place pour veiller à la bonne gouvernance de cette plateforme. Passons à autre chose à présent. Rejetée par les uns, adulée par les autres, la médecine traditionnelle joue pourtant un rôle prépondérant dans la vie de la population congolaise. Mais faut-il, oui ou non, se soigner à l'aide des plantes médicinales? À cette question, les avis des Kinois interrogés sont partagés. Les détails dans ces dossiers réalisés par Abdoul Soko, Jean-Jacques Kalonji et Esther Mpezo. À l'instar de la médecine moderne, la médecine traditionnelle joue un rôle capital dans la vie de nombreux Congolais. Tantôt, les deux se rivalisent et quelquefois, elles se complètent mutuellement. De décennies durant, les Congolais reconnaissent que plusieurs malades à travers la RDC ont été soignés à l'aide de médicaments à base des plantes et ce, de génération en génération. À ce jour, des voix s'élèvent pour condamner les méthodes de tradipraticiens congolais. Certains affirment que ces derniers détiennent des plantes pour guérir différentes pathologies, à savoir les hémorroïdes, la malaria, la fièvre typhoïde, l'hernie, la tuberculose, pour ne citer que celle-là. Et pourtant, la plupart des tradipraticiens affirment avoir suivi une formation. J'ai eu la grâce d'aller aux États-Unis. Et c'est là où je suis allé maîtriser parce qu'ils sont déjà avancés. Ils fabriquent déjà les aloe vera et tant d'autres. Et c'est là où j'ai fait mes recherches. Pour certains responsables religieux, la médecine traditionnelle a bel et bien sa raison d'être dans la mesure où elle est basée sur des plantes médicinales qui ont le pouvoir curatif sur certaines maladies que la médecine dite moderne n'arrive pas encore à guérir. Vous lisez dans le Coran, on vous dit prenez telle plante associée avec telle autre plante parce que les plantes que nous avons dans le monde ici, toutes les plantes ont été créées par Dieu. C'est Dieu qui les a créées dans le processus de la création. Alors chaque plante avait un objectif bien précis. On ne peut pas trouver une plante dans le monde qui ne sert à rien. Toutes les plantes qui sont là ont un objectif. Et toutes les maladies qui existent dans le monde sont les maladies que Dieu a créées. Il ne peut pas créer une maladie sans qu'il ne puisse aussi y avoir un remède. La médecine traditionnelle, c'est comme aujourd'hui quand on dit d'un enfant qui va cacher moutou, comme on dit. Tu vas y bien moutou. Bon, la maman qui vient pour soigner cet enfant ne vous demande pas de sauter 5 fois. Mais il amène, il prend des choses simples qui sont là à la maison, il brûle en votre présence et puis il dit bon, commencez à appliquer pour l'enfant. C'est une médecine traditionnelle. Parce qu'en médecine moderne, on ne sait pas soigner ça. Nous nous soignons de maladies dont la médecine moderne n'est pas capable de soigner. Prenons par exemple la carie dentaire. Jusqu'aujourd'hui, la carie dentaire, la médecine moderne n'est pas capable de soigner. Ils préfèrent enlever la dent au lieu de soigner et maintenir cette dent jusqu'à la mort, par exemple, de malade. La prostate, par exemple, je soigne
je soigne des infections. Les gens qui ont les problèmes des infections, qui n'ont pas trouvé de solution. C'est-à-dire, vous êtes allé dans plusieurs pharmacies, tout le traitement, par exemple, que vous aviez eu, il n'y a pas de solution. Venez, nous allons résoudre votre problème. En outre, si la majorité des Congolais s'accordent sur la nécessité de la médecine traditionnelle, la question de la posologie pratiquée ici les divise. Un autre problème qui se pose est celui du coût exorbitant des médicaments et des soins dans des hôpitaux classiques. Par ailleurs, il faut relever l'absence criante en RDC d'une politique bien définie en matière de médecine traditionnelle. Conséquence, certains praticiens possèdent aujourd'hui des cabinets qu'ils ont ouverts sans aucune autorisation au préalable. L'État congolais me donne les documents. Il me donne l'autorisation d'être docteur traditionnel. J'ai les documents. Mais en dehors de cela, depuis nos ancêtres, tous ces gens qui soignent les gens d'une manière indigène, on les appelle toujours des docteurs. D'autres défilent dans les télévisions et les radios pour étaler leur exploit malgré l'interdiction formelle imposée en 2008 par la haute autorité des médias. Il y a des praticiens qui sont des charlatans. Ça veut dire qu'ils cherchent de l'argent. En cherchant de l'argent, ils essayent d'attirer des gens vers eux en donnant des fausses propagandes par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, pendant qu'ils ne le sont pas. Alors ça, c'est quelque chose qui essaie un peu de dénaturer leur façon de faire les choses. Mais la forme qu'elle s'en prend aujourd'hui, où on veut en faire une médecine de publicité, c'est là que l'Église trouve que c'est... Enfin, nous pouvons trouver que ce n'est pas très correct parce qu'on exagère par exemple dans certaines publicités. Or, déjà dans les villages, on sait que telle maladie pour la soigner, il faut tel arbre, il faut tel fruit, il faut ceci, il faut cela. Et puis les gens qui les font de manière aussi ordinaire et souvent en cachette. Une chose est vraie, la médecine traditionnelle occupe une place dans le vécu quotidien de la population congolaise. Néanmoins, aux praticiens, il est conseillé de ne plus se focaliser seulement sur les vertus de plantes qu'ils utilisent. Ils sont aussi appelés à soumettre leurs produits au contrôle des laboratoires modernes afin d'en connaître le dosage et éviter le désagrément que l'ignorance a déjà produit dans cette médecine dite traditionnelle. Voilà, la médecine traditionnelle restera indispensable pour le traitement des maladies. Et en sport, la modernité du stade Kachala Bonjola de Mbujimaï se confirme au jour le jour. Un premier lot des chaises et autres matériels importants est déjà en Mbujimaï depuis quelques jours. Et c'est le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji qui l'a réceptionné. Je vous propose donc de suivre ce commentaire de Patrick Isso Bongesse Bokuna. Chose promise, chose due, en tout cas le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, est en train de réussir son pari. Après plusieurs mois d'attente, voici arrivé en Mbujimaï un premier lot des chaises et plexiglas pour garnir le stade Kachala Bonjola. C'est le gouverneur lui-même qui l'a réceptionné. Ces différentes chaises seront placées dans les tribunes en raison de leur catégorisation. Ces plexiglas par contre couvriront tout le stade. Ces conteneurs contiennent tous les paquets possibles. Les structures en pleine construction serviront de support pour les placer. Une réelle satisfaction pour Alphonse Ngoï Kassanji, gouverneur du Kasaï oriental. Ce que j'avais rêvé est en train de prendre forme, de se réaliser. Un grand stade pour un grand pays. Vous savez, nous sommes une grande province. Il faut aussi de belles choses, surtout une province diamantifère. Donc, dans la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, nous devons réellement avoir des stades comme des stades que nous voyons, des grands stades que nous voyons à travers le monde. D'autres lots sont en voie d'être acheminés en Mbujimaï pour la fin de travaux annoncés pour bientôt. Un stade moderne pour un grand pays, on le trouvera aussi en Mbujimaï. Enfin, terminons avec cette page noire. Rapatriée au pays le mercredi 15 juillet, la dépouille mortelle de Pierre Kalala Mukendi sera exposée samedi 18 juillet à l'esplanade du Palais du Peuple. D'après l'avocat des anciens léopards, Maître Alain Makengo, l'inhumation est prévue pour dimanche 19 juillet au cimetière Nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lancellet. Il s'y est de rappeler que la dépouille de ces buteurs des léopards des années 60 est actuellement gardée à la morgue de la clinique Ngaliema. Et c'est la fin de ce journal, mais rappelons les principaux titres.
Le train du démembrement des provinces s'accélère. La province du Katanga donne désormais naissance à 4 nouvelles provinces, le Tanganyika, le Olomami, l'Oualaba et le Haut-Katanga. C'est un rapport déposé par la commission chargée du démembrement au bureau de l'Assemblée provinciale. Les détails ont été donnés dans ce journal. Et puis le gouverneur de Kinshasa a haussé le ton contre l'insécurité qui se vit depuis peu sur le tronçon ferroviaire reliant Massina au centre-ville.